gave this warrior child a name to stand out in the crowd. We all got 15 minutes to do this shit, and I'm gonna do it proud. You're gonna know my name from the Mississippi to the Rhine. Lena Downs est une journaliste, critique rock, photographe qui a écrit en 2012 un bouquin qui s'appelle What Are You Doing Here? A Black Woman's Life and Liberation in Heavy Metal aux éditions Body on Point, donc publié en anglais aux États-Unis. Alors, je traite pas souvent en fait des bouquins en anglais dans Rexemol, mais je pense, celui-là je l'ai trouvé vraiment pas cher, ce bouquin, je l'ai trouvé facilement à 10 balles en fait sur internet, et c'est d'un niveau en anglais tout à fait accessible parce que je suis vraiment pas très fort en anglais et je m'en suis quand même sorti avec ce bouquin là. Et c'est un bouquin dont je tenais absolument à parler parce que ça livre véritablement un témoignage véritablement singulier et véritablement inspirant sur la vie de cette journaliste à travers sa passion du heavy metal, du punk et du hardcore. Alors il y a toute une première partie qui est vraiment autobiographique, où elle parle de son enfance, de son adolescence, du moment où elle arrive dans l'âge adulte, toujours en fait en écoutant du metal ou du hardcore, et une deuxième partie où elle va un petit peu interviewer des musiciennes, interviewer des musiciens et livrer des éléments un petit peu plus analytiques sur cette question de la présence des noirs et des noirs dans des musiques comme le heavy metal et le hardcore. Donc on va découper l'émission d'aujourd'hui avec ces deux parties-là, avec la première partie autobiographique sur Lena Downs et puis la deuxième partie un petit peu plus analytique. C'est un bouquin que j'ai beaucoup aimé, un bouquin qui livre véritablement un témoignage singulier et un témoignage inspirant. Soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Rexemol. Bonsoir, ça va bien? Tequila, Heineken, pas le temps de niaiser. Lena Downs, elle est donc née en 1969 à Ontario, au Canada. Alors elle a été adoptée à l'âge de 6 mois et elle a été élevée et elle a grandi dans une famille blanche où l'environnement musical c'était du rock plutôt classique avec les Beatles, avec les Rolling Stones, avec les Eagles ou avec les Pink Floyd. Quand elle est jeune, donc, elle a évidemment pas mal d'amis, des amis et des familles blanches et des familles noires. Et ce qu'elle constate en fait lorsqu'elle va chez ses amis, chez les familles noires, c'est que tous les parents noirs sont plus ou moins, en fait, ils ont plus ou moins ce même dénominateur commun quant à ce qu'ils projettent pour l'avenir de leurs enfants, à savoir qu'ils veulent qu'ils participent activement à la société en fait, dans laquelle ils font partie, donc en trouvant un bon boulot, et en étant propre sur eux, en ne faisant pas de vagues, et en étant tous les éléments liés un petit peu à l'individualité étaient un petit peu proscrits. C'est-à-dire que tout ce qui était du domaine culturel pouvait être accepté, les musiques traditionnelles suivant en fait l'origine des familles, s'ils étaient originaires de la Jamaïque, toutes les musiques en fait jamaïcaines, le reggae, le ska, etc. Originaires des Caraïbes ou originaires de l'Afrique, donc toutes les musiques en fait traditionnelles de ces pays-là, de ces îles-là. Toute la musique afro-américaine, donc le blues, la soul, le funk, toutes ces musiques-là, en fait, toute la culture, tout ce qu'avait réussi en fait à produire la culture afro-américaine, qui n'avait pas nécessairement avec les Noirs du Canada, qui n'avaient pas encore eu le temps en fait, et qui n'avaient pas réussi à créer des éléments culturels aussi forts que les Noirs américains. Tout ceci était accepté, mais tout le reste, c'était assez mal vu. Et donc elle, quand elle commence en fait à découvrir, à entendre ses premiers émois métal, c'est Black Sabbath, Led Zepp, Deep Purple, mais c'est véritablement quand elle découvre Judas Priest que sa passion se déclenche, ce qui est bien légitime parce que Judas Priest est un des meilleurs groupes de métal qui ait jamais existé, et donc elle commence à devenir complètement accro au métal, électrisée par le métal, et elle commence donc à afficher des posters de Rob Halford ou de KK Downing dans sa chambre.
Quand elle arrive au collège, le hip-hop débute et elle se prend en pleine figure donc les Salt-N-Pepa, Public Enemy, Run DMC, NWA, etc., etc. Et elle rejoint en fait un groupe de jeunes noirs comme elle qui sont absolument ravis de voir que à la télé, à MTV, il y a des artistes noirs qui ont créé en fait un style musical novateur, fort, ont un discours social et en quelque sorte les représentent. Elle kiffe tout ça, mais elle voit qu'il y a déjà quelques petits éléments qui ne lui conviennent pas tout à fait, des éléments un petit peu de sexisme, des éléments un petit peu de violence. Et surtout, elle perçoit que quand elle commence à parler à ses potes noirs de sa passion pour le métal et d'essayer de parler d'autre chose que du hip-hop, elle est regardée d'un œil un petit peu dubitatif. Et les familles en fait de ces adolescents-là disent mais non, mais ça c'est la musique du diable, c'est une musique en fait qui est mauvaise, qui draine des ondes négatives, et c'est une musique de blanc à destination de blanc. Pourquoi tu n'écoutes pas une musique jouée par les gens qui te ressemblent, qui est à destination des gens qui te ressemblent? Et elle, à ce moment-là, c'est là où se crée véritablement la scission, parce qu'elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas pourquoi, en fait, elle devrait suivre ce type d'indication, alors que ce qu'elle ressent à l'intérieur d'elle, c'est cette passion et cet amour, en fait, pour le métal. Elle va donc au départ un petit peu le cacher, puis en grandissant, elle va afficher sa passion de manière de plus en plus ostentatoire, donc en portant en fait des t-shirts comme un t-shirt de Napalm Death, comme des t-shirts de Judas Priest, mettre des treillis, mettre des ranjos, etc., etc. Et donc elle va commencer à chercher finalement des jeunes femmes noires qui, comme elle, kiffent le métal pour qu'elles puissent partager un petit peu leurs expériences singulières. Et il y a un passage assez émouvant d'ailleurs où elle est à un moment dans une boîte en fait au Canada, et pour la première fois elle se retrouve en train d'être bangée avec des jeunes femmes noires comme elle en écoutant du Metallica. Elle dit que c'est vraiment un moment qui a été extraordinaire pour elle. Et donc pendant cette période-là, elle est face un petit peu, elle subit des brimades. Certains blancs en fait qui lui disent mais c'est certainement parce que tu as été élevé dans une famille blanche que tu as cet amour en fait pour le rock et le métal, qui lui disent mais pourquoi t'écoutes pas en fait plus du hip-hop on comprend pas. Donc elle est perçue à certains moments, à minima par certains comme une curiosité, par certains autres particulièrement racistes comme une anomalie. Alors, il y a des passages particulièrement poignants où elle se fait insulter dans les concerts, ou voire à certains moments qu'elle se fait bousculer pendant les concerts. Et elle, plutôt que de rejeter tout ça, en fait, de taire en fait sa passion pour le métal, elle essaie de creuser et elle essaie de comprendre pourquoi en fait pourquoi il y a ces représentations là et pourquoi elle est face à des préjugés comme ça. Alors à partir de ce moment-là, donc c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, c'est quelqu'un qui fait des études, donc elle va interroger des personnes, donc il y a plein de témoignages de personnes en fait, de musiciennes. C'est préfacé par Skink de Skunk Anansi, il y a Tamar Kali, il y a Alexi Brown de Strathland Stitch, il y a Saïda Bada Taliba de State, enfin super groupe que j'ai découvert à l'issue de la lecture de ce bouquin-là, Ron Davis de God Forbid, il y a Tozina Bassi de Animal as Leaders, et tous amènent un petit peu leur témoignage quant à leur vécu en tant que musicienne et musicien noir dans les sphères métal, rock, etc. Et tous en fait finalement ils montrent des manières un petit peu différentes de réagir. À certains moments, certains qui disent qu'ils ont adopté une attitude carrément un petit peu guerrière en disant de toute façon on est là, que vous soyez content ou pas, de toute façon on est là et on va y rester. Et d'autres qui à des moments cachent un petit peu leur passion, ont du mal en fait à se rendre dans des concerts parce qu'ils ont peur de subir en fait des brimades ou des insultes. Donc il y a divers témoignages comme ça qui se télescopent dans le bouquin et qui apportent vraiment du cœur et du corps à son analyse. Alors elle revient sur plein de sujets, sur le fait qu'à certains moments, certaines femmes noires qui peuvent s'habiller avec du cuir, avec tout ce qui est autour de la sexualisation du corps de la femme noire, elle revient sur des choses comme ça, sur le fait de cette espèce de double peine d'être une femme dans un milieu largement masculin et une femme noire dans un milieu largement masculin et blanc. Il n'y a pas que des touches en fait. Ce livre, c'est pas
pas un livre qui est à charge, c'est pas un livre qui est à charge contre le métal, parce que ça montre que évidemment le métal, il est à l'image de la société, qu'il n'est pas pire et pas mieux que la société qui nous entoure, et ça montre aussi à certains moments combien en fait cette musique elle est porteuse de force, et c'est quelque chose qui l'a beaucoup aidé elle dans sa vie à pouvoir s'affirmer. Cette force que lui a porté le métal l'a aidé aussi à certains moments à s'affirmer, à faire face, et combien aussi à certains moments elle a rencontré en fait des gens véritablement formidables dans ces milieux là, et combien aussi de certaines personnes ne sont pas du tout en fait dans les apparences, voient le fan ou la fan de musique avant tout, et comprennent que c'est la passion qui nous unit plutôt que les différences et les apparences qui nous éloignent. Et à partir de ça, en fait, on voit aussi combien, en fait, si on a tous eu la même démarche de mettre des posters au mur, d'acheter des scuds, de mettre des t-shirts, etc., il y a des événements qui ont pu la toucher à elle, plus que moi, par exemple, en tant qu'amateur de métal. Elle parle, enfin, je retiens deux événements en fait spécifiques qu'il y a dans ce bouquin. Le premier, c'est One in a Million, donc la chanson en fait qui apparaît sur GNR's Lies, donc le deuxième album des Guns N' Roses. On peut l'appeler album ou pas. Donc dans cette chanson, One in a Million, où il y a quelques passages un petit peu réactionnaires, il y a surtout cette phrase qui avait fait couler beaucoup d'encre à l'époque, où Axl dit « Police and niggers, get out of my way ». À cette époque, Axl Rose, il avait dit qu'il s'était fait braquer à Los Angeles par deux grands noirs qui l'avaient détroussé, qui lui avaient piqué tout ce qu'il avait. Et donc, à travers la chanson, ce qu'il voulait en fait pointer du doigt, c'était ces deux mecs. Et il avait dit dans son argumentaire qu'il avait été soutenu par des mecs comme Ice-T, pas Ice Cube, pas Ice-T, Ice Cube, et quelques autres mecs qui avaient compris sa démarche et qui avaient compris le fait qu'il utilise un mot comme ça. Il y en avait certains qui avaient compris, mais il y en a d'autres qui n'ont pas du tout compris, quoi, parce qu'il s'est pris un shitstorm à l'époque avec les mecs de Living Colour, où je me souviens qu'il avait fait un discours sur scène, Ice-T qui avait tenu à appeler Axl Rose pour lui dire mais pourquoi t'as été raconté un truc comme ça, et surtout Slash qui est métis, qui lui avait dit mais j'aimerais que tu chantes pas ça, et il lui avait dit j'ai eu beau en fait essayer de lui expliquer, il n'a pas compris, et il a fini par dire non, je chante ce que j'ai envie de chanter, mon point de vue est clair, on ne nous accusera pas de racisme. Et la mère de Slash, Ola Hudson, qui avait accueilli Axl pendant plusieurs semaines quand il était vraiment à la ramasse complète, qu'il avait hébergé, qu'il lui avait donné à manger et tout, quand elle a entendu One in a Million, elle s'est mise à pleurer en disant mais Axl, ce garçon si gentil qu'on a hébergé ici, pourquoi en fait il s'en prend à nous comme ça? Et au bout d'un moment, je me souviens dans les interviews à l'époque, Axl Rose, il essayait en fait de se justifier, parce que je ne suis pas persuadé qu'Axl Rose, ça soit un mec raciste, mais il avait essayé de se justifier en fait, et c'était plus ou moins boiteux son argumentaire. Et ça a terminé en fait, où maintenant, cette chanson, c'est un petit peu une espèce de point noir en fait dans la discographie en fait des Guns N' Roses. Une chanson, si elle sortait maintenant, ça passerait pas du tout de la même manière, mais effectivement ça avait beaucoup plus percuté Lane House en tant que fan de métal que moi par exemple, qui avait juste trouvé à l'époque que cette phrase là était complètement débile. Phil Anselmo aussi, quand il avait fait son discours à Montréal avec Pantera, donc lui à l'époque il devait être à mon avis complètement pété sur scène, et donc il avait dit qu'il avait vu un t-shirt aux États-Unis avec marqué Stop le Black Crime on Black People, et qui avait dit si effectivement il est dit sur ce t-shirt que il faut arrêter le crime des noirs sur des noirs, ça veut dire que c'est ok en fait pour des noirs de tuer des blancs. Il était parti dans un discours soyez fiers de votre couleur, blablabla, un discours complètement boiteux. Il avait fini en fait par s'en prendre également au mec de la sécurité qui était là, ça avait été rapporté ça par la Gazette de Montréal, où en fait il avait rencontré backstage une jeune femme noire qui avait dit mais ça fait 6 fois moi que je vois Pantera en concert, mais qu'est-ce qui te prend, pourquoi tu t'en prends à nous comme ça quoi. Et effectivement à la suite de ça, Phil Anselmo en fait il s'était excusé, il était revenu un petit peu sur ses propos. Parce qu'effectivement, quand on voit le slogan d'un t-shirt comme ça, on peut très bien imaginer que le slogan, ça veut dire « Arrêtons de nous tuer les uns les autres ». Mais ça ne veut pas forcément dire « Allons tuer les blancs ». Et même le cas échéant, si tu vois en fait un discours, un t-shirt avec un slogan raciste, est-ce que c'est pour autant que tu dois incriminer toute une communauté en fait qu'il y a derrière?
Donc Phil Anselmo, souvent en fait c'est quelqu'un qui a parler en fait avant de réfléchir, c'était très certainement en fait le cas ce soir-là, mais effectivement elle raconte de la manière dont elle avait perçu en fait, dont ça l'avait agressée, alors qu'elle était ultra fan de Pantera en plus, et que voir un discours comme ça s'incruster en fait à un concert de Pantera, ben, c'est quelque chose de complètement incongru et de quelque chose qui finalement l'avait beaucoup choqué et l'avait beaucoup blessé. Et ce livre en fait il se termine sur une note assez positive où elle dit que maintenant il y a de nombreux ponts qui se sont créés depuis des années entre la culture noire et le métal, que ce soit à travers le festival l'Afropunk qui est né à Brooklyn et où il y a en fait des éditions en France. Moi d'ailleurs j'y vais chaque année, c'est l'occasion de découvrir des groupes très très sympas, même si en France l'orientation est un petit peu moins métal et punk que ce qu'elle peut l'être aux États-Unis, où là il y a des groupes, les groupes comme les Bad Brains, les Fishbones, Body Count et tant d'autres, eux jouent de manière tout à fait régulière à l'afro-punk en fait américain. Et elle dit, bon voilà, ben, maintenant il y a des artistes, des jeunes artistes de hip-hop américains qui peuvent afficher des t-shirts de Dimmu Borgir, je sais pas moi, de Maiden ou de n'importe quel autre groupe sans que ça choque personne. Et de la même manière, on voit certains jeunes artistes en fait de métal qui parlent de manière tout à fait claire en fait de leur amour pour leur hip-hop, un hip-hop tout à fait classique sans que ça choque personne. Donc du coup, en fait, elle dit qu'il y a de l'espoir, et c'est vrai qu'un témoignage comme ça, ben, il fait du bien, parce qu'il montre qu'à certains niveaux, c'est vrai que depuis qu'il y a Internet, ça fait maintenant des années, le métal a toujours été plus ou moins mondialisé, plus ou moins globalisé quasiment dès le début, mais c'est vrai qu'effectivement avec Internet, ben, on a vu qu'il y avait profusion de groupes extrêmement talentueux sur l'intégralité du globe, et donc que du coup, ben, malgré les différences culturelles, malgré les différences de couleur de peau, malgré les orientations sexuelles différentes, ben, on ressentait tous la même chose à l'écoute de cette musique, et c'est ce qui devrait au final nous rassembler. Donc un bouquin inspirant, dont je vous conseille véritablement la lecture. Je vous demande pas tout le temps en fait, voire quasiment jamais, de partager les vidéos, mais celle-là j'aimerais bien qu'elle tourne, parce que du coup ben, je trouve que le message il est quand même super intéressant et il est quand même super fort. Donc What Are You Doing Here, un bouquin que je vous conseille 1000 fois. Ce début d'année donc qui commence bien pourri au niveau de la littérature metal, punk et hardcore, il est quand même particulièrement chargé, donc on va essayer de pas trop prendre de retard et de traiter des super actualités qui sont arrivées ces dernières semaines. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.